Bonjour, bienvenue à cette conférence sur le dessalement des sols. C'est une étape qui est indispensable à la désimperméabilisation des sols et indispensable aussi à la végétalisation des espaces urbains. Des travaux auxquels les entreprises du paysage participent de plus en plus. Et dans ce cadre-là, les entreprises du paysage ont voulu donner la parole à un institut qui est un partenaire de longue date de l'UNEP, Plantes et Cités, un institut de recherche qui va nous présenter les résultats d'un programme de recherche de 3 ans sur le dessalement des sols. Et donc, je vais laisser la parole à Robin Dagua de Plantes et Cités. Merci Nana, bonjour à tous. Donc oui, voilà une présentation d'un bilan en fait d'une étude qui a duré plusieurs années qui s'appelle DESSER, qui était un programme de recherche qui a associé des professionnels de l'aménagement et du paysage pour mieux comprendre comment désimperméabiliser ou déceler des sols urbains. Sur les enjeux associés en fait aux villes qu'on connaît sur l'adaptation au changement climatique et l'adaptation aussi des villes en fait à la biodiversité. À l'origine, en fait, au démarrage de ce projet des serres, la question en fait était très peu étudiée. Il y avait très peu de projets concrètement sur la désimperméabilisation. Donc ça, c'était en 2019, 2020, ça, beaucoup d'études qui démarraient là-dessus, beaucoup d'aménagements qui démarraient dessus, mais encore très peu en fait de cas concrets. Et aujourd'hui, on voit que les choses ont pris de l'ampleur sur des enjeux associés à l'infiltration des eaux pluviales, à ces questions de mieux gérer la pluie, mais aussi à réduire la pollution en fait, qu'on va avoir dans les eaux qu'on va collecter, réguler les inondations, etc. Et au-delà de ça, en fait, au-delà de ces questions autour de l'eau, on a des enjeux qui sont évidents, que vous connaissez, sur végétaliser la ville pour rafraîchir, pour créer des continuités écologiques, des trames vertes, rafraîchir la ville, maintenir la biodiversité. Mais tout ça, nous, en fait, dans cette optique-là, on s'est intéressé à la désimperméabilisation par le volet des sols, en fait, et de créer des sols qui sont multifonctionnels. C'est quoi en fait un état multifonctionnel d'un sol? Donc là, à droite, ce que vous avez, ce sont des profils de sol imperméabilisés. Donc quand vous regardez en haut, là, les 10 premiers centimètres, vous avez de l'enrobé à gauche et du béton à droite. L'idée, c'est de partir de ces matériaux-là, de ces sols-là, pour recréer des sols fonctionnels, multifonctionnels, qui vont apporter des bénéfices sur l'infiltration de l'eau, sur le support de biodiversité, le support de végétal. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on a aussi d'autres contraintes qui font qu'on ne peut plus utiliser de matériaux autant qu'avant en termes de terre, ce qu'on appelle terre végétale. Donc dans beaucoup de projets paysagers, on importait des terres végétales agricoles qui venaient des espaces périurbains. Là, aujourd'hui, c'est de moins en moins possible dans beaucoup de collectivités. Et en fait, il faut utiliser ces matériaux-là, ou en tout cas utiliser les matériaux de la ville, des déchets par exemple, pour reconstituer des sols fertiles. Et là, on voit que là, on a deux situations. À gauche, on est donc là sur un horizon, sur des horizons qui sont très minéraux, avec de la matière minérale très grossière. Et à droite, en fait, quand on regarde, quand on retire les premiers centimètres, tout de suite, on arrive sur du sol à peu près fertile, à peu près utilisable, on va dire, pour de la végétalisation urbaine. Donc, une chose à retenir, c'est qu'en fait, ce qu'on a sous les pieds, on ne sait jamais trop. Sous un enrobé, en fait, quand on va retirer un enrobé, on peut être dans la situation de gauche ou on peut être dans la situation de droite, à savoir avoir des matériaux qui vont être plus ou moins facilement utilisables pour reconstituer des sols fertiles. Donc ça, c'était les enjeux du programme des serres. Alors, je vais passer rapidement. Donc là, les matériaux qu'on retrouve très souvent sous les enrobés, les bétons, c'est des matériaux très granuleux, avec, je vous passe les détails, des conditions chimiques qui sont très peu favorables au développement du végétal. Et donc, c'est important de pouvoir retravailler ces matériaux, éventuellement de les mélanger à d'autres sources de matières organiques, par exemple, pour les refertiliser et les refonctionnaliser. Donc là, les objectifs du programme des serres étaient en fait de mieux comprendre les modalités, on va dire, de scellement et de désellement des sols. Donc quand on dit désellement, c'est en fait
retirer cette couche imperméable et ensuite refonctionnaliser le sol en dessous par différents procédés. Donc c'est voilà, un moyen d'aide à la désimperméabilisation des villes. C'est d'apprendre des retours d'expérience concrets qui existent en ville, d'expérimenter au laboratoire et au terrain, et de proposer en fait des guides ou des conseils, des préconisations pour mettre en œuvre des projets paysagers en s'appuyant pleinement sur la désimperméabilisation et l'utilisation de ces matériaux voilà, plus ou moins facilement utilisables pour créer des sols fertiles et des supports de plantation fonctionnels en fait. Juste pour retenir, donc là vous avez le partenariat du programme DESSER qui est associé, nous, Plantécité, plus des structures de la recherche spécialisées dans les sols urbains. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est aussi que le programme associé d'autres structures, des paysagistes notamment, qui se sont pleinement lancés dans des opérations de décèlement originales en fait, en aménagement urbain. C'est notamment Wagon Landscaping, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, en fait, on voulait s'appuyer sur leur habitude de concevoir des espaces paysagers pour construire une démarche de recherche qui puisse répondre à ces enjeux. Donc là, c'est des exemples justement de projets de Wagon Landscaping. Donc là, voilà une opération à gauche qui avait été menée à l'époque en Belgique au milieu des années 2010. Donc là, c'est un ancien parking alors c'est toujours un parking qui a été, on voit les dalles qui ont été sciées pour ensuite être végétalisées. Et à droite c'est un parc en Italie, il me semble. Et donc là, typiquement, voilà, les dalles d'enrobés qui sont concassées et qui sont utilisées pour créer de nouveaux espaces paysagers. Donc là, en fait, on s'est pleinement inspiré de ce type d'opération, et c'est ce qui a permis de construire en fait la démarche du programme DESSER, de s'appuyer sur des opérations concrètes sur justement cette désimperméabilisation qui réutilisait des matériaux pour mettre en place cette démarche scientifique. Alors dans le programme DESSER, il y a eu plusieurs opérations différentes, enfin plusieurs étapes dans ce programme de recherche. Tout d'abord, en fait, c'est la construction d'un état de l'art et d'une enquête à destination des professionnels pour vraiment comprendre. Alors l'enquête date de 2021, mais c'était à l'époque de bien comprendre sur le territoire métropolitain qu'est-ce qui existait en termes de projets de désimperméabilisation. Je vous en parlerai rapidement. Des expérimentations sur le terrain pour tester concrètement in situ des modalités de désimperméabilisation à partir des matériaux du site, et ensuite proposer des préconisations de réemploi. Et puis, in fine, c'est d'aller vers aussi une proposition de mise en œuvre de conduite de projets paysagers en essayant de valoriser au maximum les matériaux issus du site. Alors la première étape, là, cette phase d'enquête, donc là pour rappel c'était en 2021, à l'époque voilà, on parlait de désimperméabilisation, peut-être un peu moins qu'on en parle aujourd'hui, donc on sentait que c'était encore quelque chose de nouveau, de frais en tout cas dans les esprits des aménageurs. Et puis on avait fait cette petite enquête qui permettait voilà, à des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage de projet, de nous parler de d'un projet paysager qu'ils avaient pu conduire, dans lequel ils étaient à la fois en conception, en gestion, etc. Et de renseigner sur les différentes étapes du projet, les surfaces, les usages, etc. Donc là, ça nous a vraiment permis de bien comprendre c'était quoi la désimperméabilisation à l'époque. Et dans cette enquête, voilà, on a eu un grand nombre de retours, une soixantaine de retours, dans lequel voilà, on avait des situations très différentes. Enfin, voilà, on connaît les cours d'école végétalisés, désimperméabilisés. On a eu aussi des parkings refonctionnalisés. Donc là, exemple de la place de Bordeaux. Là, on voit les platanes qui se frayaient un chemin entre les voitures, on va dire, et au sein duquel, en fait, des fosses de plantation ont été réaménagées. Pour ceux qui connaissent et qui ont visité la tierce forêt d'Aubervilliers, qui est assez connue aussi en termes de désimperméabilisation et de refonctionnalisation d'un espace de stationnement. Donc avant, c'était qu'un espace de stationnement pour les véhicules. Et c'est vraiment devenu un espace d'accueil de verdure en fait, au sein d'un milieu urbanisé très dense et assez pauvre pour le coup.
Et puis d'autres opérations à très petite échelle, donc là on est à Nancy par exemple, en pied de mur ou vraiment à proximité d'accompagnement de voirie, voilà, sur des opérations très ponctuelles. Donc en fait ce qu'il faut retenir, c'est que la désimperméabilisation c'est multi-échelle, des petites opérations jusqu'à de très grandes opérations, et avec des enjeux de réutilisation de matériaux qui sont très fortes pour je dirais près d'un tiers dans mes souvenirs des opérations, où on avait vraiment des enjeux de réutilisation des matériaux du site, les enrobés, mais aussi les graves non traités qui sont en dessous des enrobés, pour reconstruire des sols fertiles, enfin voilà, les réutiliser pour reconstruire des sols. Et puis aussi de ce qu'on a appris dans cette enquête, c'était le pourquoi on désimperméabilisait les sols. Alors, ça peut paraître évident en fait dans les résultats qui ressortent, parce que c'est avant tout la gestion de l'eau pluviale et la qualité des eaux pluviales qui ressortaient. Mais on voyait aussi qu'il y avait déjà d'autres enjeux qui étaient associés à ces opérations de désimperméabilisation. C'était de rafraîchir, de servir de support de végétation, de créer du paysage de végétalisé, créer des trames vertes. Mais c'est aussi, en fait, ce qui est intéressant là pour le 4e point, réaménager la voirie. C'était aussi des opportunités en fait derrière la désimperméabilisation. C'est qu'on vient par exemple faire la réfection d'un boulevard urbain par exemple. Et c'est vraiment l'occasion de créer des espaces multi-usages au travers des opérations de désimperméabilisation. Et donc là, je n'ai pas présenté les détails des résultats, mais on a vu que c'était la désimperméabilisation, on partait souvent d'espaces qui étaient un peu mono-usage. On avait des friches, on avait des zones de stationnement. Et derrière, après désimperméabilisation, c'était des espaces multi-usages, multifonctionnels. Gérer les eaux de pluie, créer des corridors écologiques, mais toujours accueillir des véhicules, en l'occurrence, par exemple, pour des zones de stationnement. Voilà un peu ce qui ressortait. Pour vous présenter un petit peu ce qui ressortait aussi du volet expérimental. Donc là, ce que je vous avais dit tout à l'heure, voilà, on s'inspire un peu de ce que les paysagistes créent en milieu urbain. Donc là, pareil, c'est Aubervilliers, c'est le Jardin des Joyeux qui a été conçu et mis en place par Wagon Landscaping, que vous devez connaître parce que c'est un support qui est beaucoup utilisé pour communiquer sur la désimperméabilisation. En fait, à partir d'un modèle comme ça, nous, on s'est appuyé avec les collègues chercheurs sur ces initiatives-là pour concevoir des expérimentations de terrain. Il y en a une première qu'on a fait en laboratoire, où là, on a mélangé des matériaux entre eux pour voir comment ils se comportaient sur le plan agronomique. Donc là, on a mélangé des enrobés, des graves non traités, du compost, et de voir un petit peu, est-ce que sur le plan de la fertilité et de la croissance des plantes, on pouvait aboutir à des choses intéressantes. Et puis en bas à droite, là, c'est une expérimentation de terrain à plus grande échelle, où là, en fait, on a mis en place différentes modalités de construction de sol en réemployant les matériaux, avec une intensité de réemploi qui est de plus en plus importante. Et puis qu'on a végétalisé, qu'on a suivi en termes de couverts végétalisés, de diversité végétale, mais aussi les fonctions du sol, les propriétés du sol ont été évaluées. Donc il y a 3 sites qui ont été mis en place à Angers, à Nancy et à Cannes, là, comme vous pouvez le voir sur les photographies. Donc ça, on est en 2021 sur la mise en œuvre de ces sites. Et ils ont été suivis pendant 3 ans à peu près, à l'aide d'une doctorante qui a travaillé avec nous à Plantécité. Donc là, on est dans 3 contextes pédoclimatiques différents. Voilà, de l'océanique pour Angers, du continental pour Nancy, et puis du méditerranéen pour Cannes. Voilà, c'était aussi un enjeu de pouvoir comparer différents territoires. Et donc ces espaces-là ont été végétalisés et ont été suivis dans le temps. Donc là, vous avez par exemple la photo sur Angers de ce que ça peut donner. Alors je crois que j'ai le détail avant, voilà. Bon, je vais passer rapidement, mais en fait, il y a 4 modalités qui ont été testées avec un gradient d'intervention de plus en plus important. Donc soit on a juste des imperméabilisés et puis on n'a rien fait d'autre. C'est un peu pour voir le niveau minimum d'intervention. Ensuite, on a désimperméabilisé puis on a décompacté. Ensuite, on a désimperméabilisé, décompacté et apporté du compost. Et puis le dernier, en fait, on a retiré toutes les graves non traitées qui étaient sous les enrobés. Et à la place, on a ajouté de la terre végétale qui est un peu notre référence dans les projets paysagers, ce qui se fait beaucoup, mais qui est, comme je disais tout à l'heure, en fait, le modèle... 5 minutes, c'est grave. Le modèle vers lequel on tend à s'éloigner. Voilà, je vais avancer un peu vite. Ah, je remonte le micro. C'est mieux là.
Voilà, donc là, vous avez un exemple là, sur les photos à Angers. Donc là, c'était la première année de mise en œuvre. Et puis en dessous, là, ici, c'est 1 an après, il me semble. Je n'avais pas noté les dates. Ce qu'on voit, voilà, c'est qu'au niveau des résultats, bah, forcément, les modalités les plus simples, où on a juste des imperméabilisés et éliminer les enrobés, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mais en fait, plus là où on a commencé à décompacter, apporter du compost, on commence à avoir des résultats qui s'approchent de notre modèle de référence terre végétale compost, qui est assez classique dans les projets paysagers. Donc là, voilà d'autres photos sur Angers, avec voilà, ce couvert végétal qui est assez important pour la modalité désimperméabilisée avec ajout de compost. Et en termes de diversité végétale, de biomasse aussi, on a des résultats qui s'en approchent. Bon, voilà, du coup, c'est ce que j'avais mis ici. Donc là, c'est une synthèse en fait de ces expérimentations en termes de fonction du sol, la rétention en eau du sol, la régulation de la température de l'air, la fertilité, la production de biomasse, etc. Tout ce qu'on va rechercher pour un bon sol, voilà, pour créer du paysage, des espaces verts, des espaces riches en biodiversité. C'est ces fonctions-là qu'on va rechercher. Et en fait, notre modalité de construction de sol à partir de matériaux issus du site, voilà, les graves non traités mélangés à du compost, on voit qu'on a des résultats qui s'apparentent un peu à ce qu'on peut obtenir avec de la terre végétale et du compost. Mais voilà, c'est un modèle beaucoup plus durable, enfin moins impactant, parce qu'on importe moins ces matériaux terre végétale, et on n'a pas besoin d'exporter non plus des matériaux type graves non traités ou enrobés. Alors là, voilà, le schéma un peu complexe, mais c'est une sorte de synthèse aussi de ces expérimentations-là. Donc là, on parle en termes de fonctionnalité des sols. Ce qui est intéressant, c'est que on arrive à revenir. Donc là, c'est un outil qui existe, Destisol, qui permet, à partir de propriétés qui ont été mesurées dans les sols, le pH, la texture, la teneur en matière organique, on peut obtenir en fait des fonctions sur la filtration de l'air, la régulation des inondations, de l'érosion, la filtration de l'eau. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que avec ces opérations de désimperméabilisation, on arrive à revenir à un niveau de fonctionnalité qui était le même, ou quasiment le même, à l'état avant désimperméabilisation. Donc avant imperméabilisation, pardon, avant que l'enrobé soit ajouté. Donc c'est intéressant en fait en termes de rétroaction, on arrive à revenir aussi à un état antérieur qui était beaucoup plus naturel pour le coup. Mais voilà, ça permet de renseigner aussi sur des programmes de renaturation, d'opérations de renaturation en tout cas. Pour terminer, en fait, tous ces résultats-là ont été synthétisés dans un guide technique qu'on a publié avec les collègues du programme DESSER, qui a été publié fin d'année dernière, enfin, ou début de cette année, que vous pourrez retrouver sur le site de Planticité. Donc il y a des flyers, je ne sais pas s'il en reste, il y a des flyers qui sont à l'entrée du forum, hein, si vous voulez scanner et puis accéder à ce guide. Donc là, ça présente en partie les résultats que je vous ai présentés, mais ça présente aussi la démarche projet qu'on a proposée dans le cadre de DESSER. Donc là, par exemple, sur la page de droite, on a des sondages, par exemple, des analyses, des observations du sol en place. Et ça, c'est un élément, on dirait presque indispensable quand on veut se lancer dans de la réutilisation des matériaux du site. C'est de bien connaître ce qu'on a sous nos pieds. Et voilà ce que je vous montrais tout à l'heure. Sous les enrobés, tant qu'on ne voit pas ce qu'il y a, on ne sait pas trop, on ne peut pas trop deviner ce qu'il y a sous les pieds. Donc en fait, cette opération de diagnostic, elle est importante. Donc là, on précise aussi, par exemple, de l'intégrer au CCTP, de l'intégrer en amont, en fait, le plus possible des projets. Donc ça, c'est une démarche, par exemple, que Wagon Landscaping, comme d'autres entreprises du paysage et paysagistes, mettent en œuvre. Mais ça permet de pleinement comprendre et d'évaluer le potentiel de réutilisation des matériaux quand on veut les réutiliser pour créer un paysage qui réutilise au maximum ces matériaux-là. Et puis voilà, il y a quelques infographies qui permettent de proposer quelques solutions de réutilisation des matériaux, des enrobés, etc. Il n'existe pas que ça, c'est à titre d'illustration.
mais ça permet voilà, de montrer qu'il y a différentes voies de réutilisation de ces enrobés et de ces graves non traités pour créer de nouveaux paysages urbains. Voilà, il y a aussi une note aux décideurs. Alors, note aux décideurs, c'est un format qu'on propose à Plantécité. C'est un format très court, en 4 pages, que vous, voilà, pour renseigner sur un thème. Donc là, en l'occurrence, sur la désimperméabilisation des sols et la renaturation des sols vivants. On en a quelques-unes sur notre stand de Plantécité, si vous voulez les consulter. Et pareil aussi, elles sont disponibles sur le site de Plantécité. Donc là, c'est plus à destination des décideurs, des élus, mais voilà, ça permet aussi de renseigner de manière transversale en fait, sur ce sujet de la désimperméabilisation. Voilà, on renseigne sur pourquoi désimperméabiliser, comment le faire. On donne quelques chiffres clés, quelques témoignages. Il y a aussi des retours d'expérience qui sont illustrés pour s'informer, etc. Et là, ce qu'on a, voilà, la toute dernière opération. Donc, avant-hier, on a lancé une vidéo aussi sur le sujet qui est aujourd'hui disponible sur YouTube, où on fait la promotion de la désimperméabilisation et de la renaturation des sols en ville, avec des témoignages, différents témoignages de collègues du programme DESSER, de collectivités, donc comme la métropole, donc Angéloire Métropole, qui a beaucoup œuvré sur le sujet de la désimperméabilisation, et les entreprises du paysage aussi, qui aujourd'hui se saisissent pleinement en fait, de ce sujet-là, et voilà, témoignent sur comment aujourd'hui concevoir les espaces paysagers, ce qui n'est point là qu'on voit que c'est pour les entreprises du paysage, c'est aussi quelque chose de très différent des habitudes d'il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, il faut plus réutiliser l'existant, traiter avec soin l'espace qu'on a avec nous. Donc voilà, du coup, je vous invite aussi à la consulter. Ça fait 5 minutes de vidéo pour s'informer sur la question de la désimperméabilisation des sols. Et puis, je vais m'arrêter là. Merci à tous. Ah, il reste un peu de temps de questions-réponses, du coup. Ah oui, j'avais pas prévu forcément. Donc, Du coup, on a pas mal de temps pour les questions-réponses. Donc, je vais passer parmi vous avec un micro supplémentaire pour vous laisser les paroles et poser vos questions. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai une question à propos de l'apport de compost, parce que j'ai déjà vu des études qui disaient que le compost était plus un apport qui était un peu comme un engrais et qui n'était pas vraiment un amendement de fond pour le long terme. Et pour récupérer des sols qui fonctionnent avec de la vie qui revient sur le long terme, je me demandais si c'était voilà, la bonne chose à mettre et si vous avez d'autres peut-être amendements à proposer. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Effectivement, c'est que le compost permet de lancer un peu la chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a une fraction organo-minérale, enfin organique en tout cas, qui permet d'aider à l'installation des végétaux et puis au démarrage de la plantation. Et après, ce qu'on préconise aussi, c'est que dans la continuité de la vie du projet paysager, il y ait aussi cette démarche de renaturation qui se base aussi sur la vie du sol, sur par exemple garder aussi, je sais pas, les feuilles mortes, le bois mort. En fait, c'est en fait de renouer avec ce cycle naturel qu'on a dans les sols de décomposition des matières organiques. C'est ça qui va créer en fait l'humus qu'on a dans les sols prairiaux ou dans les sols forestiers. Donc c'est avant tout ça en fait qu'il faut aussi remettre en marche. Et donc voilà, là en fait on crée les conditions un peu de départ idéales, mais dans la durée de l'espace vert, de l'espace paysager, c'est aussi d'adopter en fait des pratiques écologiques qui soient le mieux, enfin en faveur des sols, et puis afin de maintenir leur fertilité. Et puis après, j'ai pas présenté, on a aussi d'autres projets sur la construction de sols, où là on regarde des sols qui ont entre 2 et 15 ans pour voir
à moyen, long terme, enfin à court jusqu'à long terme, comment ces propriétés elles évoluent dans le temps. Donc on peut voir aussi avec un peu plus de recul, effectivement, si les programmes de construction de sol ont marché. Et sur d'autres types d'amendements, il y avait d'autres amendements qui avaient été testés, comme des bouts de papeterie par exemple, ou des bouts de stations d'épuration compostées. Il y a aussi d'autres matériaux qui sont à l'étude. Alors c'est vrai que compost de déchets verts, ça pose moins de questions sur le risque sanitaire par exemple, et puis on a plus l'habitude de l'utiliser, mais il y a d'autres matériaux, oui, qui peuvent être employés, toujours en vérifiant en évitant le risque de pollution, enfin en vérifiant bien qu'il n'y ait pas de risque associé au transfert de polluants par exemple. Bonjour, j'avais 2 questions. La première, elle est relative à une réticence que certains peuvent avoir par rapport au fait de conserver de l'enrobé ou de le concasser. La crainte est la suivante, on a peur que ça contamine l'eau ou le sol. Est-ce que vous avez pu mener des études ou des mesures par rapport à cette crainte? Oui. Et la deuxième question, elle est relative plutôt à comment on végétalise, les techniques de végétalisation. Est-ce que c'est la végétation spontanée? Est-ce que c'est semé ou est-ce que c'est planté? Alors sur la première question, la partie en laboratoire que je vous avais montré, on a testé effectivement les lixivia. Les lixivia, c'est l'eau qui va s'écouler dans le sol et qui va se charger en métaux ou éventuellement en polluants. Donc là, on avait fait des mélanges avec de l'enrobé. On n'a pas vu on n'a rien vu en fait dans les eaux, en tout cas dans la durée de notre expérimentation. Après, il y a des enjeux sur les enrobés, parce que les enrobés plus anciens en fait contenaient de l'amiante avant. Donc ça, les entreprises de travaux publics savent très bien récupérer les enrobés, les recycler, mais ils ont des contraintes sur ces enrobés plus vieux, plus anciens, qui contenaient de l'amiante. Donc effectivement, selon l'âge de l'enrobé, faut l'avoir en tête en tout cas quand on veut réutiliser. Après voilà, quand on concasse, le concassage en fait, de ce qu'on a vu et même de la littérature, n'entraîne pas d'apparition de pollution dans les sols. Là, c'est plutôt pour la première question. Et puis sur la partie semi-spontanée, nous, ce qu'on a fait dans nos essais, c'est du semi. Et c'était ce qu'on. Alors, le sol les sols tels qu'on les avait construits, c'était pour accueillir plutôt une palette prairiale, une végétation herbacée. Si on avait voulu mettre des arbres, par exemple, ou des arbustes, on aurait peut-être fait autrement, peut-être plus profond en termes de. Parce que là, c'était sur. Là, si je reprends. Hop. Ici, là, on est sur 30 à 40 cm de matériaux qui ont été retravaillés. Et donc, c'est pour ça que nous, on a semé en fait pour faire ce suivi. Et après, on a aussi suivi les palettes végétales qui étaient les végétaux qui étaient spontanés en fait. On les a conservés. On a essayé pareil, en fait, le semis a permis un peu de démarrer le couvert végétal. Mais après, en fait, le végétal spontané aussi s'est installé. Et puis, on a étudié voilà, les taxons qui étaient en présence. Donc effectivement, après, les palettes végétales se diversifient un peu plus aussi selon les modalités, selon les climats aussi. Ouais. Je voulais savoir, au niveau du diagnostic de la couche structurelle, avant qu'on décèle, est-ce que c'est possible de savoir ce qu'il y a en dessous, sur le terrain, et éventuellement par des archives des projets qui ont été faits? Est-ce que c'est assez courant de garder tout ça dans les archives ou pas? Et est-ce qu'on peut, si on l'a pas, voir en allant sur place, deviner ce qu'il y a en dessous ou pas? Ouais, c'est vrai que dans les archives, ça peut dépendre un peu c'est un peu au cas par cas. C'est vrai qu'il y a dans beaucoup de cas, on ne sait pas en fait. On sait peut-être qu'est-ce qu'il y avait comme usage, comme utilisation d'un site avant qu'il ait été imperméabilisé. Parfois, c'était déjà un site. On pouvait déjà peut-être avoir un site industriel avant un autre, et puis en fait ils ont refait le parking, donc ils ont remis une couche de graves non traités par-dessus. Ça nous est arrivé de voir des sols qui étaient doublement imperméabilisés, donc imperméabilisés en surface et puis aussi en profondeur. Et donc là,
On peut savoir aussi un petit peu avec les gens sur place, enfin, les gestionnaires, ils savaient un peu ce qu'il y avait avant, mais ils n'ont pas forcément de cartes très détaillées. Pour le coup, c'est plus un peu du bouche à oreille. Enfin, oui, un peu de bouche à la oreille. transcription orale, mais c'est pas quelque chose qui a tendance à être noté et gardé. Non, mais après, par cartographie, on peut voir aussi les usages qui étaient là avant. Par contre, en termes de qualité des sols, de qualité de nature des sols, nature des matériaux, c'est pas toujours simple d'avoir le détail de ce qu'il y avait, de ce qu'on retrouvait avant. On peut savoir, par exemple, qu'un site, si je prends le parking typiquement qui était à l'Angéloire Métropole, là où on a fait nos essais, celui-là. Donc là, en fait, je ne vais pas préciser, c'est le dépôt de bus de Angéloire Métropole qui passe ici, en fait, juste devant. Avant, c'était pour un autre usage. J'ai plus en tête, mais c'était un autre usage, une autre activité économique qui était là avant. Et puis, avant, on savait qu'il y a, je sais pas, je dirais peut-être 70 ans. Là, c'était peut-être des zones agricoles, en fait. Donc, on peut retracer un petit peu comme ça, mais sans avoir forcément toujours le détail près en termes de nature des sols. Et c'est pour ça que le diagnostic là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien à droite, il y a des carottages. Le diagnostic par carottage ou par fausse pédologie qui peut être intéressant pour réellement savoir ce qu'on peut retrouver en termes d'horizon et de matériaux sous les enrobés, sous les bétons, etc. Bonjour. Dans vos exemples, on ne voit pas d'ajout de fumier. Est-ce que ça a été testé par les collectivités qui ont répondu à votre questionnaire? Pas à ma connaissance, non. Alors, étonnamment, plus récemment, je l'avais entendu dire dans un projet de cours d'école, par exemple. Mais non, pas à ma connaissance, utiliser ce type de matériaux. Mais voilà, pourquoi pas. À tester. D'autres questions? Et en termes d'impact multicritère du décèlement, type, je sais pas, bilan carbone, truc comme ça, est-ce que c'est assez léger, quoi, ou ça demande quand même enfin voilà, est-ce que entre le gain de revégétaliser d'un côté et puis de déceler, voilà, est-ce que des infos là-dessus? Alors il y avait une photo qui était on s'est posé la question, oui, parce que quand on a là c'est les collègues du TP nous avaient apporté ces fraiseuses qu'on utilise pour décrouter les autoroutes. Donc là, la taille des machines, là, on peut voir. Donc là, c'est celle qui elle casse l'enrobé de manière très précise, et puis ensuite, cet enrobé concassé est évacué. Donc on avait cette grosse machine pour désimperméabiliser nos 150 mètres carrés d'essai. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question sur l'impact environnemental de notre opération. Parce qu'entre l'acheminement de la machine, l'utilisation, le transfert de matériaux à droite à gauche pour aller le traiter ailleurs. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé ces questions en termes de bilan carbone, en termes d'impact environnemental. Est-ce qu'effectivement c'est plus vertueux de recréer un espace naturel avec tout ce qu'on vient faire pour le rendre fonctionnel? Donc en fait, dans un autre programme, justement le projet que j'évoquais tout à l'heure sur la construction de sol, on a calculé par analyse de cycle de vie l'impact environnemental de la construction de sol à partir de matériaux comme des bétons, par exemple, en opposition au modèle actuel terre végétale. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est vraiment la distance qui est le plus impactant. C'est le fait d'acheminer les matériaux sur le site qui est le plus impactant. Et on a vu que le modèle terre végétale qu'on utilise actuellement, donc quand on va amener des terres végétales d'un espace agricole proche sur un site et qu'on va extraire les matériaux du site, les graves non traités, les enrobés, c'est ce modèle-là qui est très impactant parce qu'en fait c'est le déplacement des camions qui va être hyper impactant. Alors que si on essaie de réutiliser le maximum de matériaux sur site, c'est là où on a un bilan moins impactant.
mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impactant pour le coup. C'est que ça a quand même son impact, mais quand on compare les modèles entre eux, on a des chiffres voilà, qui montrent que de réutiliser les matériaux sur site permet d'être plus vertueux sur le bilan carbone et puis tous les bilans qui sont associés aux ACV, voilà, sur la qualité de l'eau, etc. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais vous demander, vous avez pris 3 villes différentes avec 3 climats types. Oui. Et moi, je voulais savoir, on sait que le climat méditerranéen, c'est un climat difficile. Est-ce que ça s'est déjà traduit dans l'évolution du sol que vous avez commencé à régénérer? Non, en fait, ouais, c'était assez... vu qu'on a fait les mesures sur 2 ans, on n'a pas vu forcément de conséquences qu'on pouvait attribuer au climat. Par contre, sur le développement du végétal, on a eu des gros soucis. C'était où les photos, là? Sur le site. Enfin, en fait, on a des gros soucis sur les 3 sites parce que c'était... on a végétalisé en 2022. Donc 2022, vous vous souvenez, la canicule. Et donc à Cannes, c'est à peu près resté dans cet état-là pendant 1 an, avec quelques plantes qui se battaient en duel sur les 4 modalités. C'est vraiment en termes de démarrage des projets où là on a eu des soucis, mais plutôt liés au climat et puis on va dire à la météo, là, parce que là c'était la météo qui nous a impacté, où là on a eu des soucis pour végétaliser certains sites. Et bon voilà, je peux dire. Est-ce qu'il reste encore des questions? Bonjour, moi j'aimerais savoir si sur ces 3 sites, vous avez utilisé la même méthode de la même manière avec ces 3 sols qui sont pourtant différents. Oui, c'est ça, c'est exactement les mêmes procédés qu'on a fait sur les 3 sites. Là, on voit, là, si je reprends un peu ces modalités-là, bon, en fait, on les voit très bien ici, là, sur Cannes, avec les différentes placettes. Donc, c'est les mêmes procédés et les mêmes végétaux qu'on a semés. Donc, ça, c'est une petite limite, mais on a cherché des végétaux qui pouvaient grandir sous climat océanique, continental et méditerranéen. Donc, on a réussi à trouver, il y a 10 plantes qu'on a semées, donc comme du coquelicot, de l'aquil et millefeuille, des poacées aussi. Voilà, pour pouvoir comparer, là c'est plutôt la démarche scientifique de pouvoir comparer aussi les 3 sites entre eux. Et puis après, voilà, en termes de résultats, on a bien pu voir quels étaient. Est-ce que c'était un effet modalité, un effet du pédoclimat, un effet des semis sur la réussite des plantations. Donc voilà. Ouais. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Je pense qu'on peut conclure. J'avais pas de mot de conclusion. Merci à tous pour votre attention et puis à plus tard à Paysalia. Parfait. Voilà. Merci.